présentation aujourd'hui va pas proprement porter sur une analyse qui va chercher à résoudre une question, mais plutôt à un lot de réflexions et de problématiques qui ont été suscitées par la recherche que j'ai menée sous la supervision de Jean-François en 2019. Donc, l'objectif principal de cette recherche paraissait alors simple, établir deux listes, deux bibliographies qui recenseraient le plus d'adaptations possibles de Frankenstein. Donc, la première liste se devait de contenir les adaptations déclarées, les œuvres pour lesquelles le lien de filiation était assumé. Donc, celles qui reprennent le récit du scientifique Victor Frankenstein créant son monstre, qu'elles soient très fidèles au roman de Mary Shelley ou qu'elles se permettent de nombreuses libertés, ainsi que les œuvres dans lesquelles on retrouve la présence effective d'un des deux personnages principaux du récit. Donc, souvent, ces productions énoncent clairement leur rapport à Frankenstein dans leur titre. On peut penser, entre autres exemples, à Young Frankenstein, au film animé pour enfants Alvin and the Chipmunks Meet Frankenstein, la BD érotique Forbidden Frankenstein, la série de 6 romans rédigés par Jean-Claude Carrière, qui sont une réécriture de l'œuvre de Mary Shelley, ou encore Frankenstein The Monster Returns, un jeu de la première console de Nintendo. Donc, dans ces exemples, le lien de filiation est évident parce que le récit originel, bien qu'il soit modifié, on le reconnaît encore dans ces ouvrages-là. Donc, aucun problème à les identifier comme des adaptations et à les inclure dans la liste. L'élaboration de la deuxième liste, elle, s'est avérée un tantinet plus délicate. Celle-ci dressait les limites de ce que M. Chassé avait surnommé la périphérie, qui devait renfermer les œuvres pouvant rappeler, évoquer le récit de Frankenstein sans pour autant en reprendre clairement et de manière déclarée les traits principaux. Donc, à coup d'allusions, de reprises et de remédialisation, profondément camouflées ou parfois quand même relativement apparentes, ces œuvres tendent à déformer le récit originel à tel point qu'il en deviennent parfois méconnaissables. Dans Jurassic Park, le 2001 de Kubrick, ou encore voir certaines cartes du jeu Magic the Gathering, sommes-nous encore dans la périphérie ou ne serait-on pas plutôt ailleurs, bref, dans le reste des œuvres de l'humanité? Dans ce genre de cas-là, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'obsession du chercheur ou du fanatique à tout interpréter à l'onde de Frankenstein qui le pousse à trouver là des miettes de filiation? Je n'ai certainement pas été seul à me voir confronté à ce genre de problématique, puisqu'on retrouve un grand nombre d'ouvrages dédiés en partie ou en entier à la recension des adaptations de Frankenstein. Vous comprendrez qu'elles m'ont été d'une très grande utilité pour mon travail de recherche comme manière de l'amorcer. Donc, en particulier, à l'écran, vous pouvez voir les références de certains d'entre eux, notamment celui de Donald F. Glott, qui est un fanatique fini, ayant lui-même produit des adaptations assez douteuses, mais qui a créé un travail de recherche assez impressionnant, qui cumule plus de 500 pages et des milliers de références, ou encore l'impressionnant travail de Stephen Earl Jones, qui a dépoussiéré un grand nombre d'adaptations théâtrales du 19e et 20e siècle et qui a poussé son exercice jusqu'à cataloguer des pièces données à une seule occasion dans des écoles secondaires perdues au milieu des États-Unis. Je n'ai aucune idée comment il a fait pour trouver ça, mais il les a incluses malgré tout dans son ouvrage. Donc, pour chacune de ces bibliographies, l'inclusion contestable de nombreux titres permet de constater que le processus de recension n'est pas consensuel et qu'il pose de nombreux problèmes qui ne sont bizarrement jamais adressés, comme si le processus se faisait d'une manière évidente et qu'il était incontestable. Donc, vous devinez un peu vers où je m'en vais. On va se pencher sur les questions, sur les problématiques en question pour comprendre qu'est-ce qui provoque ces hésitations-là. Donc, avant tout, il faut commencer par parler de l'adaptation. L'idée reçue selon laquelle les adaptations sont toujours inférieures à leur source, surtout lorsqu'elles sont littéraires, est de moins en moins prégnante. Donc, les présomptions pullulent encore, mais le recours à la notion d'intertextualité, ainsi qu'à la pensée de Michael Bakhtin et de Jacques Derrida, notamment, ont délivré l'adaptation de son critère stérile de fidélité. Derridian deconstruction, meanwhile, by dismantling the hierarchy of original and copy,
suggests that both are caught up in the infinite play of dissemination, nous dit Robert Stam. Donc, l'œuvre première n'a pas le monopole du sens, ni une quelconque autorité sur la seconde, qui est traversée d'une multitude d'autres influences et qui se forme sous l'impulsion d'une nouvelle conscience créatrice, ce qui explique en partie les nouveautés et altérations qui la transfigurent. On peut dire simplement, pour reprendre les mots de Jean Cléder, que deux œuvres, dont l'une est l'adaptation de l'autre, parlent différemment d'une même chose, chacune avec ses propres moyens artistiques. Le travail de l'artiste qui s'attaque à une adaptation s'amorce donc lorsque l'artiste entre en contact avec une œuvre qui l'interpelle, que cette œuvre-là va marquer sa mémoire d'une manière unique, que son attention se bute contre certains éléments, que ce soit un détail de l'intrigue, un personnage, une thématique, le style, etc., qui serait propre à cette œuvre et à aucune autre. Cléder et Julier nous disent que le travail de l'adaptation consiste à se saisir de cette propriété, de cette singularité, pour essayer de lui donner une existence ailleurs. L'exercice de l'adaptation dans son modus operandi allie donc la distinction d'une singularité à un geste qui défait cette singularité. Il faut donc comprendre que le sujet de l'adaptation n'est pas toujours l'histoire d'une œuvre première, qui peut tout aussi bien être un personnage ou une unique situation. Dans le cas de Frankenstein, on comprend que lorsqu'une œuvre est elle-même l'adaptation d'une adaptation, d'une adaptation, d'une adaptation du roman de Shelley, un motif, un élément qui était dit originel peut se déformer légèrement à chaque reprise jusqu'à en devenir méconnaissable. C'est le principe du téléphone arabe. Donc, on peut penser au personnage d'Igor, l'assistant du docteur Frankenstein, qui était absent du roman de Shelley. Peut-être pour accentuer le tragique, le génie ou le sérieux du scientifique en lui accolant un personnage antithétique, on intègre rapidement l'assistant grotesque au récit. Il apparaît dans la première adaptation théâtrale de Frankenstein en 1823, qui est Presumption or the Fate of Frankenstein. Le personnage s'appelait alors Fritz et se fait connaître pour de bon par le grand public dans le film de Whale en 1931. Il acquiert ensuite le nom d'Igor en 1939 dans Son of Frankenstein et au fil du temps, ses caractéristiques varient. Il n'est pas toujours bossu, ni toujours idiot, ni d'ailleurs toujours présent dans les adaptations. Il va commencer à apparaître dans des œuvres qui n'incluent ni Frankenstein ni la créature pour prendre une ampleur démesurée et parodique. Par exemple, dans Discworld, une série de 41 romans de fantasy qui ont été écrits par Terry Pratchett, le personnage d'Igor est transformé en une race à part entière. Donc, tous les individus masculins se nomment Igor et tous les féminins se nomment Igorina. Les caractéristiques usuelles du personnage sont attribuées à tout un peuple. La plupart travaillent comme serviteurs pour des monstres et savants fous. Ils arborent des difformités physiques et des cicatrices, se greffent des membres recueillis de cadavres, zozotent et font grincer sinistrement toutes les portes qu'ils ouvrent. Et cerise sur le sundae de la parodie, les Igor et Igorina sont d'extraordinaires amants, pourquoi pas. Donc, désormais pleinement intégré à la culture populaire, ce personnage d'acolyte bossu est devenu une figure à part entière qui n'est plus exclusivement reliée à Frankenstein. Cette figure-là s'est autonomisée. Donc, à titre d'exemple, pendant un certain temps, dans les comics de Batman, le justicier est épaulé par Harold Allnut, qui est un homme bossu et muet qui travaille dans la Batcave, tirant profit de ses grandes connaissances en mécanique pour réparer, créer et bidouiller. Par son apparence et son rôle d'assistant, Harold Allnut appartient sans conteste à la lignée des Igor. Mais est-ce là suffisant pour rapprocher les numéros de Batman où il apparaît à Frankenstein? Le lien intertextuel existe, or il apparaît si ténu qu'on peut difficilement parler d'adaptation. Adaptation is repetition, but without replication, bringing together the comfort of ritual and recognition with the delight of surprise and novelty. We retell and show again and interact anew with stories over and over. In the process, they change with each repetition, and yet they are recognizably the same. Remarque Linda Hutchen. Donc, en ce qui concerne Harold Allnut et Batman, la chaîne des altérations semble s'être perpétuée trop longtemps. On reconnaît difficilement le récit de Frankenstein. Donc, l'histoire n'est plus recognizably the same, contrairement à mon exemple précédent de Discworld et du clan des Igor. Parce que dans celui-ci, l'univers diégétique est peuplé de monstres qui sont associés à la Universal,
que les Igors ont une propension à profaner des cadavres et qu'ils servent des scientifiques, alors l'association Frankenstein est beaucoup plus aisée. C'est le genre d'œuvre limite que j'ai placé dans ma périphérie, contrairement au numéro de Batman, ce qui est une classification qui peut être contestée. Alors, comment départager, classer les œuvres dans les 3 catégories auxquelles j'avais affaire de manière sûre et indiscutable? Au milieu, j'ai placé l'œuvre de Shelley et de Whale comme étant une sorte de matrice, comme étant le cœur de ce réseau intertextuel. J'ai donc tenté en vain de réfléchir à une méthode ou à des critères préétablis qui éviteraient toute erreur de catégorisation. Le fantasme d'une sorte de morphologie frankensteinienne à la Vladimir Propp ou d'un système de catalogage doté de critères clairs m'a suivi tout le long de mon contrat. Une grande joie m'a d'abord envahi lorsque j'ai découvert le site web TV Tropes, qui, contrairement à ce que son nom laisse croire, ne concerne pas seulement les œuvres télévisuelles, mais s'intéresse à tous les médiums. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une encyclopédie collaborative, à l'image de Wikipédia, qui recense une pléthore de motifs narratifs, les décrivant et recensant les œuvres qui en font usage. Frankenstein possède ainsi sa propre page qu'il m'a suffi d'éplucher pour enrichir ma recherche. Si certains tropes étaient trop vagues et généraux pour m'être utiles, d'autres m'ont au contraire fait découvrir une tonne d'œuvres insoupçonnées. Donc, on peut en voir quelques exemples ici. Tragic Monster, Artificial Human, Humans are the Real Monster, Creating Life is Bad, For Science, A God I Am, Torches and Pitchforks, et évidemment Frankenstein's Monsters, qui est un trope à part entière sur le site. Donc, le principe étant que on clique sur l'hyperlien en bleu qui se nomme Tragic Monsters, on tombe sur la page qui décrit en quoi le trope en question consiste, puis on a une liste d'œuvres dans tous les médiums possibles que les utilisateurs ont garnis au fil du temps. Ça permet donc évidemment de trouver des trucs qu'on ne connaît pas, avec des résumés qui nous montrent les liens avec les tropes en question. Donc, un travail important de débroussaillage a malgré tout été nécessaire, puisque pour chacun des tropes qu'on voit à l'écran, il fallait encore départager les œuvres recensées et les classer dans l'une des 3 catégories. C'est que les tropes, que ce soit Creating Life is Bad ou Artificial Human, dépendent de leur contexte et de tous les autres éléments avec lesquels ils sont mis en relation, afin qu'ils soient suffisamment forts pour qu'on puisse parler d'adaptation, d'allusion, de citation. Rappelons-nous l'exemple de Batman que j'ai abordé plus tôt. Afin qu'ils soient pertinents, les motifs et critères de mon système de classification fantasmée se devaient d'être assez larges pour pouvoir inclure un nombre conséquent d'œuvres, tout en étant assez précis pour concerner uniquement Frankenstein et filtrer les mauvais éléments. Mon espoir a commencé à vaciller lorsque je suis tombé sur un excellent chapitre de Thomas Leitch. Dans celui-ci, le spécialiste de l'adaptation filmique s'attaque à la catégorisation des adaptations, pour laquelle de nombreux théoriciens ont proposé leur propre taxonomie au fil du temps. Pensons à la division tripartite adaptation fidèle, adaptation productive et adaptation libre, ainsi qu'à toutes les variations qu'on a pu lui faire subir. Leitch prétend que ce genre de classification se révèle inutile car trop flou, et il s'évertue dans son propre chapitre à élaborer sa propre nomenclature qui divise en 10 catégories. Celles-ci sont censées départager les adaptations selon leur rapport de proximité entretenu avec l'œuvre adaptée, et ce jusqu'à verser dans l'allusion. On peut les voir ici. On part de Celebration, Adjustment, Neoclassic, Imitation, Revision, Colonization, Meta-commentary, Analogy, Parody, Pastiche, Secondary, Tertiary, Quaternary, Imitation et Allusion. Donc, le chercheur décrit longuement les frontières de chacune de ces 10 catégories et appuie son propos par de nombreux exemples d'adaptation. Il termine son exposé en grand lorsqu'il fait tomber sa classification comme un château de cartes. Malgré sa rigueur, elle reste inutile parce que ces catégories sont encore trop larges pour discriminer les œuvres avec précision. En guise de preuve, il démontre comment le film Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann peut être inclus dans les 10 catégories à la fois. Avant de conclure, the slippery slope between adaptation and allusion cannot be divided into discrete stages because it really is slippery. The moral to draw from this chapter's failed exercise in demarcation is that intertextuality takes myriad of forms that resist reduction to even so comprehensive grammar as Bakhtin's or Genette's. There is no normative model for adaptation.
Le modèle auquel j'avais affaire était donc défaillant par défaut, ce qui n'enlevait pourtant rien à son intérêt, qui était après tout de constituer un corpus permettant d'avoir une vue d'ensemble des productions frankensteiniennes, ainsi qu'une base pour amorcer l'analyse. Ces limites étaient par nature imprécises et contestables, parce que il n'existait aucun moyen de les tracer avec objectivité. L'intertextualité ou l'intermédialité se fonde certes dans une mémoire collective, mais elle dépend après tout du sujet interprétant et de sa subjectivité. C'est en vertu de l'encyclopédie personnelle d'Eco ou du musée imaginaire de Malraux que, par exemple, Jean-François était en désaccord avec mon inclusion de Blade Runner dans la périphérie, alors que le film de Ridley Scott a pourtant été traité comme une adaptation par tous les participants à la table ronde mercredi passé. J'avais raison. Donc, mais dans les faits, plus sérieusement, ni lui ni moi n'avions tort. Chaque point de vue était valide. La lecture que Jean-François avait faite du film, qui se fonde évidemment sur l'expertise qu'il en a, avait placé l'œuvre dans un réseau intertextuel duquel Frankenstein ne faisait pas partie, ou dans lequel il était à tout le moins trop éloigné. L'adaptation est donc une question d'arbitraire. Pour cette raison, la tâche de départager les œuvres entre les catégories de la périphérie et de l'adaptation explicite était elle-même incertaine. Donc c'est sans parler que la taille du corpus étant colossale, il est absolument impossible de tout lire, écouter, visionner, jouer et consulter. Je n'avais par exemple jamais vu de Frankenstein Project qu'Alexis Lucier nous a présenté mercredi. Il m'apparaît désormais clairement évident que l'œuvre est à placer dans la périphérie, alors que je l'avais au départ classée dans les adaptations, n'ayant lu que son synopsis. À propos, autre problématique, le poids du nom Frankenstein et de ses nombreuses déformations, dont Jean-François a fait état en ouverture du colloque, est-il suffisant pour faire verser une œuvre appartenant à la périphérie du côté de l'adaptation? Idem pour les boulons karloffiens ou encore la formule « It's alive ». Lorsqu'ils apparaissent dans une œuvre, ne viennent-ils pas favoriser la reconnaissance de l'intertexte de manière à transformer l'allusion floue en adaptation apparente? Ou bien ces clichés n'ont-ils pas plutôt sombré dans les méandres d'une mémoire collective qui les aurait dépragmatisés, ne les reliant plus par défaut à Frankenstein? Les réponses semblent, encore une fois, impossibles à déterminer avec assurance. Face à ce lot d'incertitudes, la meilleure solution pour traiter d'un si large corpus paraît être de tendre les filets avec largesse et accepter une considérable marge d'erreur comme un corollaire inévitable. L'essentiel est après tout d'envisager la productivité du mythe de Frankenstein dans toutes ses nuances. Citation and fragmentary allusive adaptations are just as important as adaptations on a large scale, as a discursive technique that revisits and critiques other works for structural and thematic purposes as well as formulating new discourses. Donc, sous l'angle des études de l'adaptation et de l'intertextualité, ce qui m'est apparu avec évidence est avant tout le plaisir apparent des créateurs et artistes à s'emparer des personnages et motifs rattachés à Frankenstein pour les tordre, rapiécer, greffer à toutes les sauces, de même que le plaisir corollaire des spectateurs, lecteurs, joueurs, enfants et adultes, adeptes de l'horreur et amoureux des histoires romantiques à découvrir chaque fois de nouvelles versions de ce mythe qui fascine tant. Pour terminer, en vrac, une série de variations apportées au récit originel qui se sont élaborées à travers une foule d'œuvres au fil du temps, qui permettent d'explorer différentes potentialités laissées en germe par Mary Shelley et que l'on peut facilement observer à l'aide des deux bibliographies établies. Donc, tout d'abord, le scientifique et la créature qui ne font qu'un, le monstre savant se greffant lui-même de nouveaux morceaux pour défier la mort et améliorer son corps. L'être artificiel qui est féminin, renversant complètement le rapport de paternité éprouvé par le scientifique, qui devient souvent protecteur ou possessif envers sa création, pouvant aller jusqu'à la désirer ou même à commettre l'inceste. Le monstre est une innocente intelligence artificielle qui apprend à devenir humaine. Mon exemple favori est sans doute l'excellent film animé The Iron Giant de 1999. On a aussi le patchwork structurant la créature qui est conçu à partir d'autres matériaux que des membres de cadavres, produisant ainsi de loufoques ou inquiétantes entités. Le scientifique démiurge, qui est remplacé par un gouvernement ou une compagnie privée assoiffée de pouvoir et d'argent, ce qui amène un rapport intéressant au capitalisme et aux productions des technologies. L'expérience qui ne consiste pas à créer un être, mais plutôt à réparer et redonner vie au cadavre d'une personne, souvent un membre de la famille ou encore un précieux soldat d'élite.
la créature artificielle ou l'humain augmenté qui est inséminé sous forme d'embryon et mis au monde par une femme, ce qui accentue la proximité du scientifique avec Dieu à travers l'Immaculée Conception. Et enfin, un dernier exemple, les pouvoirs de la créature qui sont magnifiés. Elle gagne la télékinésie, l'invincibilité, la capacité de voler, l'omniscience, etc. Pour chacune de ces mutations, quelque chose sur la société et l'époque qui l'a vu survenir est révélé et nous permet de réévaluer le roman de Shelley depuis un nouveau point de vue, ainsi que de constituer un angle productif pour la recherche. Et tout cela sans parler des questions qui viennent immanquablement lorsqu'on constate le nombre impressionnant d'adaptations qui reprennent la forme de romans ou d'albums jeunesse, 55 recensés à partir de 1990, et de l'apparition de la créature dans l'univers diégétique d'un grand nombre de dessins animés, les Flintstones, Mickey Mouse, Betty Boop, Roadrunner, Pokémon, Rick and Morty, les Tortues Ninja, etc. Rendent aussi perplexe la quantité d'adaptations sous forme de bandes dessinées et de mangas, 105 comptabilisées depuis 1983, la fascination entretenue par l'industrie de la porno pour la créature, ou encore les modalités de l'inclusion des œuvres non narratives dans la recension abordée aujourd'hui. Donc, on comprend, le mythe de Frankenstein, autant au niveau de la production que de la recherche, est loin d'être épuisé. Merci beaucoup.